Goedemiddag iedereen en welkom bij de derde webinar in de VBO-reeks Circular Economy Call to Action. Vandaag zullen we het hebben over circulaire businessmodellen en daarom hebben we ook de titel gekozen Geen business as usual met circulaire businessmodellen. Om dat onderwerp toe te lichten hebben we vandaag 3 experten die aan het woord zullen komen. Giulia Caterina Verga en Jean Mansuy, die de eerste presentatie zullen brengen. En de tweede presentatie zal gebracht worden door Luc Teerlink van Decathlon België. Avant de commencer, peut-être pour les personnes qui connaissent un peu moins la FEB représente plus de 50 000 petites, moyennes et grandes entreprises. Ce qui représente plus ou moins 2/3 de la valeur ajoutée totale en Belgique et 80% des exportations. Het VBO is niet alleen actief op het federaal niveau, we zijn ook actief in de 3 gewesten en werken ook op Europese dossiers. Daarnaast hebben wij in 2020 het geluk gehad om onze 125e verjaardag te mogen vieren. Dat is ook gepaard gegaan met een nieuwe missie voor het VBO, namelijk Creating Value for Society. Pour créer cette valeur ajoutée pour la société, nous avons 8 départements ou centres de compétences, dont naturellement mon propre centre de compétences durabilité et économie circulaire avec l'executive manager Vanessa Biebel, mais aussi 7 autres départements tels que Européen international, fiscalité et investissement, emploi et sécurité sociale, entrepreneuriat numérique, économie, droit et entreprise, énergie, climat et mobilité. Waar houden Vanessa en ikzelf ons zoal mee bezig binnen het competentiecentrum Sustainability and Circular Economy? Dat is Sustainable Entrepreneurship, verpakkingen en verpakkingsafval, productbeleid, mais aussi des thèmes plus larges comme Corporate Social Responsibility, l'interface entre les substances chimiques, les produits et les déchets, et les ressources en général. Je pense que j'ai parlé assez de la FEB et qu'il vaut mieux commencer tout de suite avec les présentations. Donc, encore quelques petites remarques sur le webinaire. Donc, toutes les conversations peuvent avoir lieu via le chat. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans l'outil questions dans le chat. À la fin des 2 présentations, il y aura 5 à 10 minutes pour les questions aux orateurs. Moi, je sélectionnerai quelques questions. Si on n'a pas le temps de traiter toutes les questions qui sont posées ici dans le chat, je vais les forwarder aux orateurs. Ils vont les répondre plus tard via email. Ce webinaire sera aussi enregistré et donc vous pouvez le retrouver sur notre chaîne YouTube dans 1 ou 2 jours. Donc maintenant, je vais céder la parole aux 2 premiers intervenants. Ce sont Giulia Caterina Verga de l'ULB et Jean Mansuy van de Vrije Universiteit Brussel. Giulia en Jean, ik laat aan jullie het woord. Thank you very much, Arnaud. Well, welcome everybody. I'm a researcher at ULB, and together with my colleague Jean Mansuy, we are part of this circular economy chair, and we are researching how to transition Belgian companies into circularity. And this chair is also, it's financed by the FEB, and that's also why we're here invited. First of all, the question, is circular economy a different way of thinking? And here I have an example, some kind of advertisement that the company that is clearly working with circular economy proposes, and it sounds really weird to our ears. It says, we are proud not to produce a thing. Or is circular economy a common sense, just as common sense?
as we can simply cannot go on the way we are actually currently. So what is circular economy? As researchers, we would like to underline in one slide the evolution of a concept. So this concept is, it doesn't have a consensus yet in academic literature, but the few scholars, they trace the history, and we can see that if at the beginning it appeared as more dealing with waste, then it kind of evolved, this concept, and it's still evolving. That's the main point of actually this part. And by tackling more industrial efficiency, we're now into what is called the third phase, about the maximizing value retention, and in this age of resource depletion. So we see that the notion of circularity is really charged with the high expectation and not less than the human survival that could be at stake if we see things in such a way. So the question is, what is our research going to do? We're hoping to open future perspectives, not only to have an agenda for the next decade, but even further on. And therefore, we would like to underline today just 3 main points. So the first one is about resilience. It's really a great chance, sustainability, to anchor realities and therefore also businesses within local potential and the development of local know-how, labor, and exploring the availability of resources which are present in order to sustain the hinterland and create a thriving living environment. And then we identified in people as one of the main actors nowadays is really linked to behavioral change, as a few scholars underline that really it's one of the main challenges really how to change behaviors rather than technology. I mean, of course, it's one of the co-challenges, let's say. And then another colleague of ours is working on X-Novation, and he identified X-Novation as, let's say, the hidden side of circular economy, but which needs to really be studied and foreseen also in business models. And of course, if you have any question, he's the expert of that, is Bruno Pell, and it's really about how to plan a phase out of activities which don't actually enter or don't, which are not framed within circularity and the future of more resource consciousness approaches. So what is circular economy? We really boil it down to one point, especially when focusing on businesses. And for us, it can be as a set of strategies to retain value. And we intend with value retention, the conservation of resources closest to their original state by reusing them with minimal entropy and giving them multiple lives. So what principles and strategies and what priorities? We would like to really underline that not all circularity-driven actions have the same impact. In literature, we can find sets of hierarchical ladders to guide the selection of priority actions according to their impact on resources consumption, especially when evaluating it at the greater scale, let's say even the biosphere, because of course, connections are very complex nowadays. So we can find ladders, or imperatives, hierarchies, or value wheel. We present here the value wheel, and it's really interesting how graphically you really see how the value retention really it's about a different set of phases, and we see how compared to the business as usual, which is on your left-hand side, we see that circularity really tries to expand the optimal use of a certain resource and product at the end, and at the same time how it tries to make different resources reclimb up this value wheel. So this, to underline that point. We've been focusing on what is called circular economy R imperatives and their hierarchy. And my colleague will further explain also more applied to business model. And but what I would like to underline here is that we select this article because we did a very large selection of literature review, and therefore we can really deduce a kind of hierarchy. And therefore I will present this hierarchy to you. You can see that there is a narrow the loop. So therefore we go from refuse to reduce to resell, repair, and so on. And so we see that not all elements are the same. Not all actions, circularity economy-driven actions have the same impact on value retention. So as according to our definition, we see that the key parameters that are often used is mostly this about value retention options. And so there we boil it down to 3 points. So we can see that it's really valued the maximization of longevity in original state, then the maximization of the wholeness of the original state also. So if you start tearing it apart, it kind of loses value, and therefore it goes lower into the ladder.
And then we can see there is also a will to minimize rework and logistics. So the more you rework, the more you use logistics, the least, the lower a certain circularity action is rated in these ladders. What is important for us is also to underline that it's really important to keep in mind that the aim is really the overall quantities of resources and waste diminishing. So it's really the reduction of flows and footprints of, in general, any kind of production and extraction and disposal. And there is a very, in literature, we see that there is a very big attention that is now given to the rebound effects, as with one singular efficiency measure, that singular efficiency measure could induce the rising of the overall consumption of resources and waste, and therefore have a negative impact at the global balance. So it's really important to let's say estimate the limits of these rebound effects, and of course also to overcome it. What's the last point that is important for us to underline is also, which is often absent in these ladders, but is also the fact that in order to transition, we need to engage a societal change, which is not just about the material layout, but is about the immaterial relationship we establish with material. So it's really about behaviors, and it's really about culture, and therefore you can find it more top-down, so this kind of socio-political, economical, cultural momentum, but also it's important to engage it at the bottom-up level, and therefore really talking to individual and communities. I'll briefly go through then how can value be retained. Here I will just pass through this, let's say, 10 R's imperatives. So there's refuse, which can be seen as buy less, use less, prevention of waste, or post-material lifestyle, for example, digitalization. It can be seen sometimes in the refuse of packaging and for example, shopping bags. And from a producer point of view, is about refusing certain materials or certain production processes in order to avoid the use of virgin material and waste production. We go to reduce. You will see that we have this indication on the top right-hand side is about really to see how they classified and how we arrived to this order. So it's really about this maximizing longevity and wholeness. So reduce is about maintenance, life extension, sharing economy, and so on. Resell, reuse is really about, with very minimal intervention, you just relaunch a second-hand market, and then it can be done as a consumer to consumer also, of course, from a business point of view. Then the repair, restore, there are two examples. One is about, say, the renovation of facade. At the same time, it's really the renovation, the repairing of high-tech component. And so you can have planned reparation and ad hoc reparation from a business point of view. Then there is refurbish, is when you have a kind of overall upgrade of the product, and it can occur in buildings. Usually it's used this term to buildings, but it can happen to also IT materials such as the back market business shows. The remanufacture, when it's really about the full structure of this multi-component product is disassembled, checked, clean, and then it's basically put back in the market as new. The repurpose, I have two examples. One is the Freitag and the other one is more do-it-yourself examples. And it's really about reusing discard good components in order to be reused with another function. And it can be, of course, more high-tech or low-tech. Then the recycle, which is the one that is most commonly used, but at the same time is also really at the bottom of our ladder, and therefore it's important to underline that it requires a lot of energies, and it's really working with very, let's say, disaggregated elements, which really lose almost all their value as they had at the beginning. And then recover energy, and we have examples of the Brussels energy plant. And then the last one is about remine, which is a trend that is coming, and it's really, I mean, depends on the part of the world. In the southern part of the world is more informal economy. In the northern part of the world, it's gaining more and more interest as there is a potential in the elements that can be mined out of former landfills, and at the same time there is really this question of the price of land, and sometimes it's interesting
to free space and therefore retreat and remind landfills. Now I will let the word to my colleague, Jean Mansouri, to continue. Thank you, Julia. So including the principles that Julia presented you in your operations helps capturing value. But changing operations only is not enough, and a strategic perspective is further required. And to do so, it is also needed to change your business model. So as most of you may know, a business model can be described as how an organization creates, delivers, and captures value. And it's usually divided into three main components. Value proposition, so what is the offer that you will provide to your customers? Value creation and delivery, how will you create and deliver this offer? And value capture, how will you make money out of this offer? As any other business model, a circular business model can also be defined as how a company creates, captures, and delivers value. But how it differs is in the objectives that it intends to reach and how it intends to reach these objectives. So one of the main objectives of a circular business model is to improve resource efficiency. This can be done for many reasons. This can be economic, this can be for environmental reasons or operational reasons, for example. But through this resource efficiency goal, the main idea and the overarching objective is to reach sustainability. Indeed, circular business models were classified as one of the sustainable business model archetypes by Boken and co-authors. So to reach these objectives, a circular business model works on changing the value creation logic, and I will even go further and move a bit from the definition from Nussholtz that I used since then, and say that it also does that by changing not only value creation, but also value delivery logic. Indeed, as Geisdorfer and co-authors underlined it, the main difference between conventional business model and a circular business model lies in the value creation and delivery logic elements, and particularly in the supply chain. So looking only at value creation, so only upstream, will not enable you to close the loop. And to do so, you also need to know what will happen to your products once they leave your premises. And this can be supported by supply chain transparency. So as said, a company needs to change its value creation and delivery logic, but how can it do so? Well, basically it can do so by including the circularity principles presented by Julia in its business model. These principles can be grouped into three main strategies proposed by Boken and co-authors. So there's this narrow the loop where you really try to reduce the amount of materials that you use. And it's not only circular, it's broader than circular economy. Then there's slow the loop, where you really try to use products and parts as much as possible, and then close the loop, where you really try to recover value when you cannot use products anymore. So now we have the basics of what a circular business model is, but how can we design one? As most of you are familiar with, very useful and very broadly used tool is the business model canvas to build up a business model. But so this tool is very handy to design a linear business model, but it is not so handy to design a circular business model, and there are some limitations to it. This is why some scholars and some practitioners tried to build up tools
to support circular business model design. The first set of tools focused on adapting the business model canvas, either by changing or adding new business model components, by adding dimensions which are not related to business model, for example, sustainability or circularity dimensions, or by combining both approaches. But these three approaches all have in common a drawback: they do not account for multiple lives. Indeed, there are as many business cases as there are different lives in a product. For example, let's take a car that you lease for 3 years. So after these 3 years, your customer can decide either to keep the car and to buy it. And in that case, it doesn't change much compared to a linear business model, or it can decide to give it back to you. In that case, you will have to find a new value proposition for this used car, because the first value proposition was based on a new car. So you can, for example, lease it again for a lower price or sell it second hand. And an approach to include not only the first life of a product, but also the other parts of the life cycle was proposed by Nusholt, where she proposed to build up a business model canvas for each stage of the life cycle of a product that are under your control. And this includes not only the business offers, but also reverse logistics and recovery operations. So there exist many other tools that you can use to help you in designing your circular business models. And if you are more interested in that, I advise you to look at Boken and co-authors' recent paper listing a bit these tools. So, however, designing a business model is not so easy because there are so many possible combinations of business model design options. So, how can you make sure that your circular business model doesn't fail? And one particular risk that I want to underline today is the risk related to the complexity, the higher complexity of the value network in circular business models. In a linear business model, you can account only for your suppliers and your customers, and that should be okay. And this can already be quite a lot of actors already. But in a circular business model, you have to account for many more stakeholders and many more processes. This means that you will also have some issues with how the value is shared among across stakeholders. So, for example, how much value will be given to the company installing your product in your customer's premises, how much value will be given to the company collecting the product at its end of life, how much value will be given to the remanufacturer, etc., etc. So many more stakeholders have to be accounted for, and dealing with these stakeholders is a key to the successful implementation of a circular business model. So there are several ways of dealing with these stakeholders. I will underline mostly two here. The first one would be to internalize as many activities as possible. So this way you just avoid the stakeholder issue. You have more control over your value chain, and it also provides you more freedom. This also gives you other advantages. For example, if you internalize the end-of-life operations, then you avoid reverse engineering, and you also avoid cannibalization of your sales by your products remanufactured by others, for example. However, it broadens the scope of your primary activities, and
as we say, it might be better not to put all your eggs in the same basket. Another way to deal with stakeholders is to engage them. This can be done with your suppliers, for example, by including circularity indicators in your tenders or by agreeing with them on circular commitment. It can be done with your customers, assessing with them the opportunities of further value capture through an enhanced partnership with you. And it can even be done with your competitors by, for example, sharing assets. Another idea to increase control over your products could be that you try to keep ownership of your product for as long as possible. And this will be, I believe, part of the next presentation. So thank you very much for your attention. And I welcome all your questions for further on. Thank you. Merci beaucoup, Jean. Thank you very much, Julia. Heel kort wens ik hen ook te bedanken voor hun werk binnen de chair Transitioning Companies into Circularity, die gesteund wordt door het VBO. Ze zijn ondertussen al meer dan 2 jaar aan het werk en jammer genoeg is door de COVID-situatie een aantal events onmogelijk geworden. Maar we verwachten toch dat tegen het einde van dit jaar en zeker in de loop van 2021 de chair met verschillende resultaten naar voren komen, die ook onze leden zullen kunnen helpen bij het verder gaan in hun circulaire ambities. Maintenant, je vais donner la parole à Luc Teerlink de Decathlon Belgique. Luc, si tu veux bien. Je suis voilà. là. Merci Arnaud. Voilà, bonjour à tous, bienvenue et merci de votre présence à ce webinaire. Je vais donc vous parler du principal projet d'économie circulaire, économie de la fonctionnalité chez Decathlon. Je vais faire mon original, il n'y aura pas de présentation, en fait, je vais vous en parler et ensuite me rendre évidemment disponible aux questions si vous en avez. Et je prendrai moins de 20 minutes. Mais il me semble important, avant de vous parler du projet en lui-même, de vous parler un petit peu du contexte dans lequel il est né chez Decathlon. En fait, ça faisait moi, j'ai rejoint Decathlon en septembre 2019, c'est-à-dire il y a un peu plus d'1 an. Et j'ai rejoint Decathlon parce que je suivais de près en fait la transformation managériale que Decathlon Belgique avait entamée en 2014. Année où le CIO et le COO et le DRH avaient décidé de libérer l'organisation Decathlon Belgique. C'est-à-dire qu'ils ont entamé un chemin visant à permettre aux employés d'être totalement libres et responsables dans les actions qu'ils jugent bon, eux, et non les dirigeants, d'entreprendre. En d'autres termes, l'idée était de lever les freins et les peurs pour permettre aux employés de prendre les initiatives plutôt que de leur imposer des directives et du contrôle. Et le point de départ de cette transformation était le suivant, c'est que Decathlon, le monde du retail en général et le monde de l'entreprise, je pense, de manière encore plus générale, doit impérativement se transformer pour faire face aux enjeux et changements sociétaux colossaux auxquels nous sommes tous confrontés. La globalisation, la digitalisation, le réchauffement climatique, les attentes des consommateurs qui changent, les attentes des employés qui changent, etc., etc. Et je vais vous illustrer à travers quelques exemples comment cette libération de l'entreprise s'est concrétisée. En 2014, ça a démarré par le recrutement des collaborateurs dans les magasins. C'était une approche top-down, plus ou moins entre les mains du département HR. Aujourd'hui, ce sont les gens dans les magasins qui recrutent leurs collègues. Ensuite, les directeurs de magasins, c'était aussi une approche top-down entre les mains des RH et du CEO. Aujourd'hui, les gens dans les magasins peuvent choisir eux-mêmes leur directeur. Il y a d'ailleurs des magasins qui ont souhaité travailler sans directeur, co-diriger le magasin. C'était accepté par le comité de direction en place à l'époque. Il y a d'ailleurs plus de comité de direction en Belgique. Les collaborateurs commencent à définir leur salaire eux-mêmes. Et il y a des collaborateurs qui créent leur propre boîte, leur propre société, tout en restant chez Decathlon. Et je vais vous donner un dernier exemple, ça va me permettre de passer vers le projet d'économie circulaire dont je vais vous parler. C'est le projet en lui-même qui s'appelle WePlay Circular. On a monté une équipe
En mars, pour accélérer sur ce projet. En juin, on passait devant chez le notaire pour créer une société qui s'appelle WePlay Circular, une filiale de Decathlon. Bien, j'ai averti le CIO. Après être passé chez le notaire, je l'ai appelé pour différentes raisons, lui partager le projet. Et il m'a dit, Luc, ça sent bon tout ça. Donc, on a créé une société sans lui demander son aval et il était ravi que nous l'ayons fait. Voilà, ça me semblait important de vous préciser un petit peu le contexte dans lequel ce projet a démarré. Encore un petit mot sur ce contexte, oui, c'est peut-être intéressant pour vous aussi. Comment se prennent les décisions chez Decathlon aujourd'hui? N'importe qui peut prendre n'importe quelle décision tant que c'est dans le sens de Decathlon, qui est de rendre le sport accessible à tous. Et il y a également un process à respecter qui s'appelle l'advice process. Ce n'est pas un process de validation, pardon, c'est un process de consultation. Donc, n'importe qui peut prendre n'importe quelle décision. Je souhaite ouvrir un Decathlon sur la Grande Place de Bruxelles. Je peux le faire. La seule chose que je dois faire, c'est aller en parler à 5 personnes qui vont être impactées par cette décision. Mais si les 5 personnes me disent, Luc, c'est une mauvaise idée, je peux malgré tout prendre la décision et elle sera protégée par Decathlon Belgique. Voilà pour le contexte. J'en arrive un peu plus particulièrement maintenant au projet d'économie circulaire, économie de la fonctionnalité. Vous raconter encore une petite histoire avant d'être un peu plus dans le concret. Donc, j'ai démarré, moi, en septembre 2019 chez Decathlon, responsable de l'innovation, diversification, nouveau business model, avec quelques mots-clés, partage, coopération, plateforme, planète, écosystème. J'ai démarré par une phase d'écoute et d'observation, tant en interne qu'en externe, de septembre au mois de décembre. Et fin décembre, début janvier, j'ai eu ce que moi j'appelle une révélation, qui sera peut-être quelque chose de très très évident pour vous, mais pour moi c'était vraiment une vraie révélation. J'en ai pas dormi d'ailleurs pendant une nuit. Et la révélation était la suivante, c'est que si on rentre dans une dynamique où on va permettre à nos clients d'utiliser nos produits plutôt que les posséder, donc nous les louer plutôt que les vendre, on rentre dans une dynamique qui est super vertueuse pour tous les stakeholders, les clients, les partenaires, la planète, Decathlon. Pourquoi? Parce qu'au plus on va conceptualiser, fabriquer, et dans notre cas, en Belgique du moins, mettre à disposition, louer des produits de plus en plus durables. Durable, ça veut dire quoi? Les garanties les plus longues possibles et la qualité la meilleure possible. Plus on va mettre à disposition des produits durables, plus on pourra le louer sur des termes de plus en plus longs. Donc la rentabilité par produit, équivalent à une vente, va augmenter. Cette rentabilité, on peut la partager avec les clients en réduisant le prix des locations et ou en améliorant la qualité des services, mais également avec la chaîne en amont pour les encourager à produire de plus en plus durable. En fait, je me disais quand j'ai eu cette révélation, c'est vraiment une formule magique. Au plus on produit et on met à disposition de la qualité, au plus les prix diminuent. Voilà, fort de cette révélation, il s'agissait encore de trouver un modèle de revenu, en tout cas de base, pour pouvoir faire un test qu'on a d'ailleurs démarré en février avec une dizaine de familles chez Decathlon. Et le modèle sur lequel on a démarré, qu'on va maintenir maintenant dans une phase de test dans laquelle on entre avec 400 testeurs, est le suivant. On a essayé de traduire cette formule magique, au plus les produits sont durables, au plus les prix diminuent. Comment? En fait, on est dans un modèle de location dégressif. Je vais vous prendre un exemple très concret. Vous voulez louer un vélo qui coûte 240 €. Le premier mois, vous allez payer 1/6 de la valeur du produit. Donc, 240 divisé par 6, 40 €. Si vous voulez louer le vélo de 2 à 6 mois, vous allez payer toujours 1/6 le premier mois, 40 €. Et ensuite, du 2e au 6e mois, vous allez payer 1/14, c'est-à-dire l'équivalent de 17 €. Si vous voulez utiliser le vélo de 7 à 12 mois, vous allez payer toujours 1/6 le premier mois, 1/14 le deuxième mois et 1/23 du 7e au 12e mois, c'est-à-dire 10,43 € ces mois-là. Pour info, la personne qui va louer le vélo ou un autre article une fois qu'il va arriver au 22e mois, il aura payé l'équivalent de l'achat. Mais à partir de ce moment-là, il va payer 1/200 de la valeur du produit. Donc, si on prend les 240 €, il va payer 1 € quelque chose tous les mois. Et en fait, comment est-ce qu'on a traduit la formule magique dont je vous parlais tout à l'heure? En fait, une fois qu'on aura retrouvé dans les revenus liés à la location, une fois qu'on aura retrouvé le montant équivalent à la vente, donc le vélo à 240 €, une fois qu'on l'aura loué pour l'équivalent de 240 €, on va déprécier la valeur du produit. Comment? Valeur du produit
divisé par le nombre d'années de garantie. Je reprends l'exemple de 240. Si le vélo est garanti 2 ans, le vélo vaudra 120 €. Si le vélo est garanti 4 ans, le vélo vaudra 240 divisé par 4, 60 € fois un coefficient 1, quelque chose qu'on va définir pendant la phase de test dans laquelle on est entré depuis ce lundi. Voilà pour la traduction de cette équation vertueuse dont je vous parlais en modèle de revenu, en modèle de prix. Et une fois que j'avais identifié ce modèle de base de revenu, parce qu'on sait qu'il va pivoter évidemment, on a profité de la période de confinement, donc de mars à juin. On a accéléré sur l'opérationnalisation de ce projet. On a mis en place une équipe d'une dizaine de personnes chez Decathlon, qu'on a réunis autour d'une vision interne, qui est la suivante. For planet and our people, we dare to change, we care so we share, we love so we play. Et avec une vision externe qui était par le sport et les sportifs, le partage et la coopération, préserver joyeusement la planète. Et la mission de ce projet WePlay Circular, pour lequel on a créé une filiale, je le vous disais tout à l'heure, c'est de circulariser l'économie du sport et rendre de cette manière le sport encore plus accessible. Alors, on avait dans un premier temps commencé à opérationnaliser pour Decathlon, et assez rapidement, on s'est dit, OK, ce projet, et on est soutenu par le groupe Decathlon, hein, on s'est rapidement dit, ce projet, vu la présence internationale de Decathlon et sa présence dans le monde du sport, pourrait avoir un impact considérable. Mais ce serait peut-être encore plus impactant si ce n'était pas qu'un projet de Decathlon, si on pouvait y associer les autres acteurs du sport dans ce projet. Et c'est la principale raison qui a fait qu'on a créé une filiale qui s'appelle WePlay Circular, filiale qui est totalement ouverte aux autres acteurs du sport qui souhaitent s'associer à ce projet et qui peuvent d'ailleurs rentrer comme actionnaires dans cette société aussi. Et quels sont ces autres acteurs du sport? Dans un premier temps, nous allons louer uniquement des produits de chez Decathlon parce qu'on doit y aller vraiment dans un mode très très lean. Je l'expliquais tout à l'heure, on a énormément de données à capter pour y aller prudemment, mais de manière la plus durable possible. Donc dans un premier temps, dans la première phase de 3-4 mois, on va louer que des produits de Decathlon. Dans un second temps, il y a d'autres détaillants passionnés locaux qui vont s'inscrire dans le projet. Et l'idée est d'ensuite ajouter à ces possibilités de louer des produits au travers de formules d'abonnement, en fait, d'y associer également la pratique sportive, c'est-à-dire les cotisations dans les clubs, les cours de sport, etc., etc. Et donc, on va associer également à ce projet et dans cette filiale les clubs de sport et autres. Voilà. Alors, très concrètement, qu'est-ce que va faire cette filiale? Je le rappelle parce que c'est vraiment pour nous un élément clé dans ce projet, c'est de le faire ensemble. Ensemble, c'est Decathlon, d'autres détaillants, les clubs, 400 testeurs avec lesquels on a démarré la phase de test ce lundi. Vous devez savoir qu'en juin, enfin vous devez pas savoir, vous pouvez savoir qu'en juin, on a lancé un appel à testeurs auprès d'environ 60 000 personnes parmi les clients Decathlon. Et en 24 heures, on avait plus ou moins 4 300 testeurs potentiels qui s'étaient manifestés, à qui on demandait de payer un montant de 5 € par mois pour pouvoir bénéficier de l'allocation chez Decathlon et plus tard chez d'autres détaillants. Et on leur a également expliqué et demandé de nous rejoindre dans le cas où ils étaient prêts à nous accorder du temps pour nous aider à co-créer et à co-développer cette solution. Et on était très concret dans le temps qu'on leur demandait de consacrer, c'est d'être disponible au moins une fois par mois, soit pour participer à des tables rondes avec d'autres testeurs, soit lors d'entretiens individuels si c'est plus compliqué pour eux. On a donc, parmi ces 4300 testeurs, on n'a eu aucun mal à en identifier 400 pour nous permettre, encore une fois, d'aller dans un mode le plus lean possible. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ensemble avec Decathlon, les autres détaillants et ces testeurs? On va déployer donc un modèle d'utilisation plutôt que de vente qui coûtera moins cher et sera plus confortable que l'achat pour les membres. C'est en tout cas notre conviction. Et les gains de rentabilité moyen à long terme qui seront en effet partagés avec les clients. On va réduire les prix, augmenter les services, comme je vous disais tout à l'heure, et également avec l'achat en amont pour les encourager à produire de plus en plus durable. Ça veut dire quoi concrètement? Si vous avez un vélo que vous vendez 240 € qui est garanti 2 ans, si vous augmentez la durée de garantie, on vous paye pour que vous augmentez cette durée de garantie. Autre chose qu'on va faire avec cette filiale, c'est de mettre en place les filières de reconditionnement et de recyclage optimales. Pas seul, pas uniquement Decathlon, encore une fois avec les autres détaillants, parce c'est tellement évident que
dans ce modèle de location, les produits vont nous revenir, il faudra les remettre en état, les nettoyer, les réparer. Et au plus on sera capable de les réparer et les nettoyer sur les termes de plus en plus longs, au terme, notre modèle de rentabilité sera pérenne. Et l'idée, donc, avec cette filiale aussi, c'est de mettre une pression positive sur l'industrie du sport, comme je vous le disais tout à l'heure, en les encourageant et en les payant pour qu'ils produisent des produits de plus en plus durables et de plus en plus qualitatifs. Je rappelle, je sais qu'il y a beaucoup d'informations, qu'il n'y a pas de présentation, mais je serai ravi de répondre à vos questions tout à l'heure. Alors, le business model de cette filiale, il est le suivant. Comme vous le disiez tout à l'heure, on a demandé à nos testeurs de payer un montant de 5 € par mois pour pouvoir accéder à la plateforme de location dont je vous parlais tout à l'heure, où on paye un 6e le premier mois, un 14e, un 23e, etc., etc. Donc ça, c'est une première source de revenus. Il y a évidemment, enfin pas évidemment, il y a une deuxième source de revenus, c'est que tous les magasins qui vont participer à ce projet vont payer un fee de 250 € par mois à WePlay Circular. Et avec ces 250 € par mois, ils vont pouvoir louer le matériel et bénéficier d'une plateforme IT. Et enfin, une fois qu'on aura retrouvé la rentabilité équivalente à la vente, les gains de rentabilité, 50% de ces gains vont rester dans WePlay Circular et les 50 autres vont aller vers le détaillant d'où est venu le produit à l'origine. Donc, en fait, les détaillants vont faire de l'extra marge par rapport à la vente. De l'extra marge, oui. Et là, je vais être un peu plus clair. La valeur ajoutée, ce qu'on pense être la valeur ajoutée, en tout cas pour l'ensemble des stakeholders, les valeurs ajoutées sont les suivantes. Pour les détaillants, on va leur permettre de contribuer activement à préserver la planète. Ils vont pouvoir rejoindre une communauté de détaillants et de sportifs engagés. Nouvelle source de revenus, c'est ce que je venais de vous partager. Une fois qu'on aura retrouvé la rentabilité équivalente à la vente, les gains de rentabilité, on va les partager moitié-moitié avec le détaillant qui a mis le produit à disposition en premier. Je fais une petite parenthèse. C'est peut-être un peu technique et je suis encore une fois disponible pour répondre à vos questions. Comment va se passer les flux entre les magasins et WePlay Circular? Quand un testeur, parce qu'il s'agit de testeur dans un premier temps, voudra louer un produit dans un magasin, le magasin va vendre le produit plein pot à WePlay Circular et ensuite c'est WePlay Circular qui va louer et générer des revenus liés à la location en son sein. Et c'est là que les gains de rentabilité par rapport à la vente seront partagés avec le détaillant. Donc, nouvelle source de revenus pour le détaillant. Nouveau type de client aussi. Si je prends les magasins Decathlon, on n'est pas certain que les clients Decathlon soient les clients qui soient le plus sensibles à la durabilité, à la planète. Donc, on pense que de cette manière, il y aura de nouveaux types de clients. Avec ces détaillants, c'est aussi une valeur ajoutée, on le pense. On va mettre en place les filières de reconditionnement, entretien, réparation, nettoyage et recyclage. Donc, il y a peut-être des opportunités business, entre guillemets, pour ces détaillants dans ces filières de reconditionnement. Et enfin, on va leur permettre de devenir actionnaires de la filiale WePlay Circular. La valeur ajoutée pour les testeurs, eux aussi vont pouvoir contribuer activement à préserver la planète, à rejoindre une communauté de sportifs engagés. On fait la promesse auprès des testeurs que s'ils passent de l'achat à la location, s'ils passent de la propriété à l'usage, ça va leur coûter moins cher dans tous les cas. On prend l'engagement que c'est le cas. Et enfin, ça permet également une maîtrise des budgets. J'en ai peu parlé, mais on propose, en plus du système de location dont je vous parlais tout à l'heure, la tarification, on propose également à nos testeurs de nous payer un montant mensuel, comme ils le souhaitent, 20, 30, 50, 100 €, un abonnement qui va leur permettre de maîtriser leur budget. Et avec cet abonnement, ils vont pouvoir utiliser du matériel avec un valeur vente, un plafond bien entendu. Voilà pour la partie valeur ajoutée. Alors évidemment que pour monter ce projet, on a dû un petit peu émettre des hypothèses sur la rentabilité du projet, d'abord de la phase test qui va durer 6 mois et ensuite de la rentabilité à plus long terme. Les conclusions du temps qu'on a consacré assez important à ce business plan, c'est qu'on n'en sait strictement rien. On est parti sur des hypothèses qu'on est incapable de valider autrement qu'en se mettant en route, de là la phase test. Et alors parmi ces hypothèses les plus pessimistes, c'est une catastrophe financièrement. On va griller un cash monumental. Parmi des hypothèses qui nous semblent plus optimistes, mais qui restent
qui reste pas très optimiste, ça pourrait devenir une machine à cash. C'est pas l'objectif, hein, mais c'est juste ce que le business plan traduisait. Mais comme je vous le disais, vers quoi on va pour nous, c'est de se mettre en route pour valider toute une série d'hypothèses dont je vais vous parler dans un instant. Et ça me permet, avant de vous parler de ces hypothèses et de citer de tous les KPI, de vous parler de ce qu'on pense être le principal facteur clé de succès dans ce projet. Ça va être notre capacité à capter un maximum de données, d'insights, de feedback de nos testeurs et des détaillants qui vont participer au projet, de structurer toutes ces données, de les monitorer pour nous aider à modéliser. Parce qu'on sait sans aucun doute qu'on va faire de petits ou de grands pivots dans cette aventure et on a donc démarré dans un mode vraiment le plus lean possible. Voilà, alors encore un petit mot avant les KPI, encore un petit mot sur le plan d'action. Enfin, plan d'action, comme je vous le disais, c'est un bien grand mot, plan d'action. On a fait savoir à nos 400 testeurs qui ont déjà participé à des tables rondes pendant tout le courant du mois d'août, tables rondes lors desquelles on a identifié leur motivation, leurs attentes, ce qui était impératif pour eux dans cette phase de test, ce qui était important. Et on leur a fait savoir ce lundi qu'on lançait une première vague de 50, 60, 70 testeurs environ dans la région de Gand. On a demandé qu'ils nous préviennent quelques jours à l'avance des premiers produits qu'ils vont louer. Et voilà, le projet est lancé. Bruxelles va suivre dans quelques semaines. Charleroi, Anvers, Liège. Et voilà, l'aventure a démarré il y a 5 jours maintenant. Et je vous disais tout à l'heure, pour clôturer, que je voulais encore vous partager peut-être quelques types, les KPI ou les indicateurs auxquels on va être très attentif pour valider ou invalider nos hypothèses, ou s'arrêter ou pivoter. Enfin, pivoter beaucoup un petit peu ou s'arrêter. Et il y en a toute une série, hein. C'est le nombre de testeurs actifs, le nombre de testeurs passifs, le nombre de testeurs qui participent aux tables rondes, le niveau de satisfaction des testeurs, le nombre de personnes qui vont pratiquer grâce à ces formules de location un nouveau sport. C'est vraiment important dans le sens de Decathlon. Quel est le montant que les loueurs vont... Le montant en valeur vente que les loueurs vont utiliser. Quel est le nombre de produits que les testeurs vont utiliser sur une année, enfin en tout cas sur 6 mois, la période de test. Quelle est la période de location? Est-ce que ça va être du très court terme, un week-end, ou est-ce que ça va être une semaine, 1 mois, 3 mois, 6 mois? On n'en sait rien. On est parti sur base d'hypothèses. Quelles sont les catégories de produits qui seront les plus loués? On a également des indicateurs qui sont liés à la planète. Je ne sais plus parler. La réduction de consommation de CO2. Pour info, on a mis en place un partenariat avec l'Université Paris-Nanterre qui nous met à disposition un outil comptable qui va nous permettre de mesurer les impacts sociaux et écologiques sur ce projet. Enfin, et plein d'autres indicateurs. Quels sont les produits qui vont rester immobilisés, qu'on va louer une fois et puis qui ne vont plus se louer, pendant combien de temps, etc., etc. Et comme je le disais, je vais conclure par ça. Le facteur clé de succès et de pérennité de ce projet, ça va être notre capacité à capter toutes ces données et à bien les traduire et nous permettre de continuer à modéliser de la manière la plus fine possible et la plus adaptée possible aux attentes du marché. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et suis à votre entière disposition s'il y a d'éventuelles questions. Merci beaucoup, Luc, pour une présentation riche d'informations. Je pense qu'il y aura certainement encore plus de questions. Je vais peut-être commencer avec une question pour Julia. Alain Daz demande, there are ongoing discussions about the past efforts to reduce, but which did not deliver better recyclability. Is that a rebound effect, for example, in packaging? In general, rebound effects is considered out of the overall net quantities of material and resources. So the fact that you implement a strategy and then in the end it turns out that it's still growing the overall, it actually enhances the growing of consumption. So the fact that you can optimize and close a loop actually doesn't affect the overall growth. Exponential growth of certain resources. So the packaging issue, I think, is really a case on its own, and it's worth. I will probably
answer by writing a bit more in detail. But what we usually intend with rebound effect is the fact that after all, we still see the growth of the consumption of materials. Mm-hmm. And then related to that, will the hierarchy, the R of RM imperatives, will it be different if next to resource efficiency, we also take into account, for example, water use and the energy used? Well, I think these are more seen as principles. And in the end, I think it's not really, yeah, it's more sorry, I weird sound. I think that in general, it's really taking in consideration the overall entropy. So it's quite intuitive also. Is the fact that the more you keep something as a whole and the least you touch it, the longer the lifespan will be, the better the conditions are, and the fewer resources in general, water, energy, are spared. So I think you have to see it more as let's say, a theoretical guideline. Okay, then a question that applies both to Jean's presentation probably, but also Luc's presentation. How do you take into account the liability issues related to, for example, reuse, remanufacturing, or like dans le cas de Luc, quand on loue quelque chose, comment est-ce qu'on prend en compte les questions de responsabilité? Jean? That's a very good question. From the companies I interviewed, it's clear that these issues of liability and of sharing value are main issues against the implementation of a circular economy. And I'm not a lawyer, so I do not really have this answer, to be honest. Luc, est-ce que c'est quelque chose que vous rencontrez aussi chez Decathlon? Oui, je ne vais pas avoir une réponse beaucoup plus riche que celle de Jean, mais on sait que c'est un vrai sujet et il y a justement aujourd'hui quelqu'un dans l'équipe qui s'en occupe parce qu'on sait qu'on a évidemment une responsabilité à partir du moment où on loue les produits. C'est entre les mains de quelqu'un chez nous, en fait. C'est un vrai sujet. Et on va apporter des réponses à ce sujet, mais je ne peux pas encore vous les donner parce qu'on ne les a pas encore et parce que je dois vous avouer que ce n'est pas mon domaine ni de compétences ni de plaisir, en fait. Donc, il y a quelqu'un d'autre dans l'équipe qui s'en occupe. Mais je ne sais malheureusement pas vous en dire plus maintenant. Mais c'est un vrai sujet, bien sûr. And I can add just that in the construction sector, this is my field of expertise. Indeed, let's say the legal framework of especially reused components is really a big issue, and it's one of the issues that technical offices are really trying to elaborate. And what is done so far in very pioneering experiences of circularity in construction sector, it's most often the client that actually takes some of the legal responsibilities, and basically, well, it's supported by technical information. Okay, and then seeing as we're running out of time, I'm maybe gonna end with a couple of rather specific questions for Luc. Luc, si Decathlon augmente la durabilité ou l'usage de ses produits, peut-on espérer une relocalisation de leur production en Europe? C'est déjà en cours. Hein. C'est déjà en cours. Je sais que certains pourraient penser que c'est du greenwashing, mais c'est la priorité numéro 1 aujourd'hui de Decathlon, du groupe Decathlon, c'est la durabilité. Il y a un objectif pour 2026 de totalement éco-concevoir nos produits. Et il y a un autre objectif qui est de relocaliser la production. On va vraiment dans ce sens-là à toute allure. Et d'ailleurs, le projet WePlay Circulaire dont je vous parlais, quand je vous disais qu'on voulait y intégrer d'autres acteurs du sport, une fois qu'on aura fait nos premiers tests pour valider ou invalider certaines hypothèses, l'idée, c'est de mettre à disposition les produits les plus durables possibles. Et donc, s'ils ne sont pas des marques Decathlon, ce sera des produits qui ne sont pas des marques Decathlon. Et donc, dans la durabilité des produits, il y a évidemment la qualité, il y a les durées de la qualité, la durée de garantie, mais également où c'est produit, comment c'est produit. Donc, Decathlon est vraiment dans une démarche d'ouverture énorme
pour devenir le plus sustainable possible. Donc, à la relocalisation, oui, c'est déjà en cours. Il y a déjà des usines qui ont été... Il y a déjà de la production, beaucoup plus de production qui se fait maintenant en Europe que ça ne l'était encore il y a quelques mois. Et une question liée à la fin de vie, par exemple un vélo qui devrait être recyclé. Qu'est-ce que vous en pensez y faire? Mais là, l'idée aussi, c'est qu'une fois qu'un produit est usé à la corde, qu'on ne sait plus l'utiliser dans sa première fonctionnalité, c'est de les mettre dans les filières de recyclage les meilleures possibles pour d'autres vies et d'autres fonctionnalités. Donc, puisqu'on est dans un système de location, WePlay Circular va rester propriétaire du produit jusqu'à sa fin de vie et WePlay Circular prend l'engagement que le matériel soit remis dans des filières de recyclage et que ce matériel puisse servir à d'autres projets et ne soit pas à la poubelle. Oké, jammer genoeg zit onze tijd er voor vandaag al op. We hebben beloofd het kort en krachtig te houden. Il est 12h moins 5, donc je vais clôturer le webinaire ici. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas de les envoyer à nous par email. Vous pouvez voir l'adresse email là-bas, circulareconomy@vbofeb.be. Et donc, il ne me reste rien que vous souhaiter un bon après-midi. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci, au revoir.